bienvenue sur Europe 1 dans votre émission La Libre Antenne où vous êtes libre de vous raconter, de vous confier. Et puis, vous le savez, dans cette émission, on échange sur vos vies. La vie se pose chaque soir une multitude de questions auxquelles j'aime bien parfois vous apporter quelques débuts de réponse. Alors, comme je l'ai promis à Linda hier soir, qui se sentait coincée entre ses parents, sa famille et son avenir, ses projets de fin d'études, je voudrais vous dire quelques mots sur la trahison, cette chose terrible qui fait mal et qui n'épargne bien souvent ni notre culpabilité, ni notre conscience morale. Mais la trahison, nous sommes très souvent obligés de passer par elle pour évoluer. Investir sa propre vie, devenir soi, cela passe par des trahisons qui se révèlent fondatrices et libératrices. Elles constituent bien souvent un levier de changement inéluctable pour donner de l'amplitude à la vie. En sortant de l'influence parentale, on devient enfant de l'univers, adulte sans frontières, mais cela suppose une sacrée force, un sacré courage, supporter que l'on soit perdu comme enfant idéal pour ses parents, mais aussi qu'on les perde comme parents parfaits. Et s'accomplir dans la vie demande à chacun d'être présent à soi-même, authentique avec soi, accepter une part de mauvais pour faire la paix avec soi-même. L'essentiel, c'est surtout de ne pas fuir dans le déni, garder en soi la trace de ceux que l'on a trahis, car ils ont été, à leur insu, souvent les artisans de notre histoire, les acteurs sacrifiés de notre croissance. Alors, traître ou trahi, il s'agit de ne pas se dérober, comme l'explique très bien Nicole Prieur dans un très beau livre « Nous nous sommes tant trahis » aux éditions de Noël. Elle explique aussi que c'est de ne pas se cacher derrière l'irresponsabilité ou la lâcheté, de ne pas attendre le secours d'un savoir absolu. Il s'agit plutôt de se risquer dans sa liberté, de s'exposer dans sa vulnérabilité. Alors ce soir, justement, je vous invite à prendre le risque d'être libre, de nous appeler au 39 21 pour accueillir vos vulnérabilités. Jeanne et Geoffrey sont là, attentifs, pour recevoir vos appels. Et c'est Julien Jaffray qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis merci à vous tous pour vos très nombreux mails et messages. Merci en particulier à ma fille, Michel, Guillaume, Dominique et puis à Linda d'avoir rebondi sur l'émission d'hier soir en espérant que ma petite intro continuera à vous aider, Linda. Et puis j'avais promis hier soir également à Christine de donner quelques références de livres au sujet, voilà, des difficultés dans la relation amoureuse et de couple et au sujet des ruptures. Alors j'en ai 3 à vous conseiller ce soir, Christine et puis à tous les auditeurs. Il y a La rupture amoureuse de Marcel Bernier et Marie-Hélène Simard, S-I-M-A-R-D, aux éditions Erol. Il y a également un très bon livre qui s'appelle Les violences sournoises dans le couple d'Isabelle Levert, L-E-V-E-R-T, chez Robert Laffont. Et puis enfin, un joli livre très bien écrit qui s'appelle La blessure amoureuse d'Alain Cugnot, c'est U-G-N-O, au Seuil. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de les noter. On va très rapidement, très bientôt, mettre sur, vous savez, le site Facebook d'Europe 1, de la Libre Antenne, toutes les références de livres que j'ai donnés depuis le début du mois d'août. Je vais préparer une petite liste demain de tous ceux que j'ai cités, et puis vous la retrouverez en ligne sur Facebook dans les jours prochains. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est promis, vous aurez toute la liste des livres. Bonsoir Benjamin, vous êtes là ? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Benjamin. Bonsoir l'équipe et tous les auditeurs d'Europe 1. Alors Benjamin, vous vouliez nous parler de vous justement ? Oui, c'est ça, oui. Oui, vous êtes tout jeune je crois Benjamin. Oui, j'ai 17 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène ce soir sur l'antenne d'Europe 1 ? Eh ben, ce qui m'amène ce soir à l'antenne d'Europe 1, c'est que je suis tout seul et je souffre d'être tout seul en fait. J'ai besoin d'affection et j'arrive pas à la trouver, ça fait longtemps et le temps passe et voilà. Et vous êtes, vous vivez avec vos parents, Benjamin, toujours ? Oui, je vis avec ma maman qui est toute seule. Qui est toute seule et vous n'avez pas de frères et sœurs ? Si, j'ai un frère qui s'appelle Thomas. Avec qui vous entendez bien ? Oui, je m'entends très bien, oui. Oui. Ça arrive. Mais vous avez des amis au lycée, dans vos études ? Des amis, oui, mais quelques amis. J'ai jamais eu beaucoup vraiment d'amis, on va dire. Oui.
Et vous avez et vous êtes, j'imagine aussi, comme tous les jeunes de votre âge, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, non? Oui, bah je suis sur Ouais. Facebook souvent pour Europe 1 et voilà. Ouais. Mais et quand vous dites que vous vous sentez seul, vous avez le sentiment que vous avez du mal à aller à la rencontre des autres? Il y a quelque chose qui vous empêche? Non, pas de ce côté-là. Je suis plutôt quelqu'un de très à l'aise, mais Ouais. je vois pas venir en fait. C'est-à-dire, vous avez l'impression que quand vous allez vers les autres, la rencontre ne se fait pas? Voilà, c'est ça. Mhm. Et c'est-à-dire que vous avez le sentiment quoi? Que vous intéressez pas les autres? Que vous avez du mal à rentrer en lien? Bah qu'ils s'intéressent pas à moi, on va dire. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser ça, Benjamin? Parce que vous savez, on est toujours un peu piégé par ce qu'on croit, parce qu'on imagine Oui. de ce que l'autre pense. Quels sont les petits indices? Comment vous regardez pour penser que vous n'intéressez pas les autres? Bah parce que ils viennent pas vers moi, il n'y a pas de contact. Mais C'est oui. plusieurs indices qui me font penser ça, quoi. Quand vous dites qu'il n'y a pas de contact, on vous propose pas d'aller prendre un verre, de vous revoir? Voilà, c'est ça, ouais, etc. Il y a pas de, ça va pas plus loin en fait. Et quand quelle est votre façon de vous manifester envers les autres? Comment vous faites? Comment vous y prenez? Bah, je suis assez quelqu'un de spontané, j'aime bien rigoler et puis j'aime beaucoup parler, donc c'est peut-être ça aussi qui les dérange, je sais pas. C'est-à-dire, vous avez, quand vous êtes dans un groupe d'amis, vous avez le sentiment que vous monopolisez beaucoup la parole? Oui, c'est ça. Et que les autres vous écoutent pas, ou Oui, voilà, ouais. que vous avez trop à dire? Voilà. Ouais. Mais vous savez, en fait, peut-être vous êtes peut-être dans une forme de crainte. En tout cas, là, vous êtes dans une croyance, en fait, sur vous, que vous n'intéressez pas ou qu'il se passe rien. Peut-être quelquefois, il s'agit de regarder la relation autrement, ou de moins se faire des nœuds dans la tête, vous voyez, ou d'être tout simplement là. Et vous vous intéressez aux autres, à ce qu'ils racontent, à leur vie, vous leur posez des questions? Oui, je suis beaucoup à l'écoute en fait des problèmes qu'ils peuvent avoir, etc. Et ça, en Oui. général, ça crée des liens, non, Benjamin? Comment? Normalement, ça crée des liens quand on est comme ça. Oui, ça crée des liens normalement, oui. Mais Non, vous avez le sentiment que ça accroche pas? non, ça, ouais, j'ai ce sentiment-là, oui. Quelle image a de vous votre maman, par exemple, à ce sujet-là, Benjamin? Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Bah, elle dit plutôt qu'il y a des choses pour mon âge, devraient pas m'intéresser, que c'est peut-être ça aussi ce qui empêche les gens de venir vers moi. C'est-à-dire? Je m'intéresse beaucoup à l'actualité, aux radios, etc. Oui. Les jeunes de mon âge ne pensent pas forcément à ça, ils pensent plutôt à rigoler, à jouer, à pas rester sérieux. Donc vous cherchez à rentrer en lien sur voilà, l'actualité, des choses qui se passent dans le monde, et vous trouvez pas d'écho sur ces sujets-là? Oui, voilà. Ouais. Et si il y a bien quelques élèves, je sais pas, dans votre classe qui sont un peu comme vous, qui lisent le journal ou surfent sur les sites d'actualité ou écoutent les infos, non? Vous les avez pas rencontrés? Non, non, il n'y a pas on va dire, de personnes un peu dans ma personnalité, on va dire. Dans ma classe. Dans votre classe. Et vous pratiquez un sport, ou dans par exemple, des associations, ou le sport ou autre que l'école, vous faites d'autres rencontres? Non, je pratique pas de sport, non, mais non. Et vous vous sentez seul, en fait, Benjamin, c'est ça? Oui, un peu, oui, c'est ça. Et le fait d'avoir personne aussi, on va dire, ça me tracasse. Ouais. Et si vous vous mettiez vous avez des loisirs qui vous intéressent? Oui, beaucoup de loisirs, mais aussi il faut avoir le temps aussi de pouvoir prendre le temps à ça, en fait. Parce que vous travaillez beaucoup pour vos études? Bah oui, c'est ce qui est le plus important, on va dire. Ouais. Et si vous aimiez être un peu, peut-être que vous aimez aussi en même temps, de façon un peu paradoxale, mais c'est souvent ce qui arrive, être solitaire aussi, j'imagine. Oui, je suis très solidaire, j'aime bien aider les autres, etc. Ah, solidaire, mais je pensais solitaire. Solitaire, oui. pardon. Oui. Non, je suis pas, non.
Non. Vous n'aimez pas, puisque vous dites que vous travaillez beaucoup, donc ça veut dire une certaine forme de discipline chez vous, seul, à travailler. Oui, je suis souvent seule à travailler, mais sinon j'aime bien travailler avec les autres aussi, avec mes quelques camarades de classe. Et comment vous pensez, Benjamin, que vous pourriez résoudre votre souci de rentrer en relation avec les autres? Qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez faire pour ça? Bah, je sais pas trop. Vous savez pas trop. Là, il n'y a rien qui vous vient? Non, il n'y a rien qui me vient, non. Non. Est-ce que quand vous êtes comme ça dans un groupe ou en classe, ce serait intéressant que vous vous observiez un peu comme si vous étiez deux en vous-même, que vous regardiez un petit peu qui vous êtes, comment vous adressez à l'autre. Vous voyez, que vous soyez un peu un observateur. Je fais pas souvent attention à ça. Ouais, je fais pas souvent attention à ça. Pardon, vous? Je fais pas souvent attention à ce que vous dites. Oui, parce que peut-être que ça vous permettrait de découvrir un peu mieux qui vous êtes et du coup vos besoins ou de trouver une solution. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose, alors j'en sais rien, qui va vous apparaître à ce moment-là, parce que c'est pas tant être à l'écoute des autres qu'être à l'écoute de vous-même. Pour comprendre ce qui se passe, pas s'angoisser de se dire ah là là, je vais pas réussir à créer de lien, etc. Plutôt se dire tiens, quel genre de jeune homme je suis, quel genre de jeune homme, sans imaginer ce que les autres pensent de vous, ce que vous ressentez de vous-même. Vous voyez, pas vous projeter dans l'autre. Parce qu'après, vous faites les questions et les réponses et puis vous isolez parce que vous partez vaincu d'avance. Vous partez avec l'idée que vous n'allez pas être intéressant, que vous n'intéressez pas les autres, que vos sujets de prédilection, c'est pas les mêmes que les autres. Donc vous construisez après tout un raisonnement qui, en soi, vous isole déjà. Donc oubliez celui-là et puis laissez-vous un peu libre d'exister tout en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, comment vous vous sentez, et si je laisse tomber un peu mes projections, mes croyances sur ça va pas bien se passer, ou je suis tout seul, ou voilà ce que les autres pensent de moi. Lâchez tout ça, Benjamin, lâchez tout ça. Vous voyez, pas vous coller des étiquettes comme ça, vous êtes trop jeune, vous vous rendez compte, 17 ans. Vous n'êtes pas un être, on est toute la vie très en mouvement, et heureusement. Donc vous inquiétez pas, les dés ils sont pas jetés, vous n'êtes pas condamné à vie, à être dans une forme de solitude relationnelle. C'est simplement que vous manquez peut-être un peu de confiance en vous et que vous vous inquiétez de vous dire je vais être mal reçu, ou je vais pas plaire, ou on va me trouver idiot. J'ai toujours de crainte, Oui, c'est vos peurs en fait qui vous pèsent le plus. Elles servent à rien, Benjamin, elles servent juste à rien. Vous pouvez les lâcher, il va rien se passer, au pire, il peut rien se passer de pire finalement que ce dont vous souffrez aujourd'hui. Donc votre peur ne sert à rien. Elle ne sert qu'à vous conforter en vous disant, c'est les autres qui veulent pas de moi. Vous savez, on préfère se dire toujours... Oui, c'est ce que je dis toujours. Ils veulent pas de moi, c'est comme ça, faut le faire avec. Non. Il y a bien des gens qui vont s'intéresser à vous. Il y a Romain qui dit « J'étais comme Benjamin, il semble ouvert et lucide, ça paye. » Et ça se débloque avec le temps. Alors, est-ce qu'il se questionne sur son rapport aux filles, demande Romain. Oui. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui. Alors, c'est peut-être ça qui bloque le plus, non? Qui vous angoisse le plus? Oui, c'est plus ça, oui. Mais là, c'est vrai que encore une fois, il faut vous laisser aller à être vous-même. Vous voyez, comme vous vivez déjà une situation de rejet que vous vous êtes imprimé, au cas où vous seriez effectivement réellement rejeté par l'un ou par l'autre, vous risquez pas plus que la peur que vous en avez. Vous voyez, la peur vous bloque encore plus. Donc lâchez-la. Ouais, faut évacuer, quoi. Exactement. Enfin, la faire taire. Lui dire. Il y a une phrase d'un joli poème de Baudelaire qui dit « Oh ma peur, tiens-toi tranquille ». Voilà, dites-lui à votre peur de se tenir tranquille. Vous l'avez à l'œil et elle sert à rien.
Et laissez-vous un peu vivre tranquillement, allez à la rencontre des autres, écoutez-les sans juger par avance de ce qu'ils vont penser de vous, sans vous angoisser de ce qui va se passer, simplement en étant là et puis en observant ce qui se passe. D'accord ? D'accord, entendu. Vous essayez ça à la rentrée, Benjamin ? Oui, je vais essayer. Bon courage, bon courage. C'est une nouvelle classe que je vais avoir, donc... c'est chouette. C'est plus bien. de facilité. Oui, exactement. Il y aura des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Voilà. Donc la rentrée... Donc ce sera une occasion de Exactement. mettre en place. Voilà, et de ne pas vous angoisser de un tel pense, etc. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent, ça, laissez-les. Oui, c'est pas eux qui me feront avancer dans la vie. Non, et puis vous n'êtes pas dans leur tête, donc vous ne pouvez pas savoir. Donc sentez-vous libre d'exister comme vous avez envie d'être, avec vos passions, avec vos envies. Puis vous inquiétez pas que vous allez trouver quelqu'un qui va accrocher, j'en suis certaine. J'espère en tout cas. Bon courage, Benjamin. Je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage pour vos émissions. Et j'adore votre émission La Libre Antenne. Et je vous remercie, Sophie, de m'avoir écouté. Merci, Benjamin. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Et puis Benjamin, des messages qui arrivent pour vous. Il y a Laura qui a 16 ans et qui était dans le même cas que vous et qui veut bien vous aider. Donc on vous mettra en contact hors antenne. Vous voyez, il y a déjà, vous avez déjà un contact, Benjamin. Et puis un très joli message que je vais vous lire de Cébalo qui dit Benjamin me rappelle qui j'étais à 16 ans, un peu solitaire, concentré dans mes études, intéressé par l'actualité, la politique, la radio, et l'impression de ne pas être intéressant ou bizarre. Et puis avec le temps, j'ai grandi, mûri, rencontré des personnes qui ont compté, avec qui j'avais des points communs. Il faut lâcher prise et la fac fera le reste. Arrêtons de se poser des questions. Il faut être et ne pas penser à être. Ça, c'est très joli, oui. Être et ne pas penser à être. Bon courage à lui. Et puis également un autre message, un SMS non signé, mais qui dit c'est classique. Le seul remède est de devenir en partie comme eux, dans l'habillement comme dans les intérêts. Vous intéresser à des sujets qui les intéressent ne vous détournera pas des vôtres. Intégrer un groupe demande d'adopter ces codes sans se renier. Voilà, Benjamin, et merci de nous avoir appelés. Monique, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Monique. Bonsoir Sophie. Alors Monique, vous vouliez rebondir, je crois, sur... on a parlé du pardon, c'est ça, hier soir. Oui, sur le pardon. Parce que je crois qu'il n'y a que ça qui pourrait me libérer de mon passé. Oui. Dont je souffre encore beaucoup, je m'en aperçois, quoi. Oui. Et je disais à votre assistante, j'ai pourtant fait une analyse. Et je pensais l'avoir à peu près avoir fait le tour de la question. Oui. Et puis je suis revenue dans mon pays natal. Et comme c'est avec ma famille que ça se passe, les choses non seulement se sont pas arrangées, mais je dirais presque... qu'elles ont empiré et je pense, vous savez, je tourne, et je me dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, il n'y a que toi qui peux arrêter ça. Oui. Mais comment faire exactement ? Alors, j'avais écouté une de vos émissions il y a déjà un petit moment, parce que quand on est en recherche, on écoute. Oui, c'est vrai. Et je suis tombée sur une dame que vous aidiez et qui avait un souci avec sa maman, qui ne l'avait jamais aimée, et vers qui elle était revenue à plus de 50 ans après un divorce, et que sa maman n'avait pas changé, bien sûr. Au contraire, elle lui disait toujours autant de choses désagréables. Et j'ai vu de l'extérieur, vous voyez, vous lui avez très bien expliqué ce qui se passait, et je me suis dit, mais Monique, tu es pathétique. Tu es pathétique de vouloir quelque chose que tu n'auras jamais. Alors, ça m'a un petit peu, j'ai dit, ça y est, j'ai passé un cap. J'ai passé un cap, je trouvais que vous m'aviez fait passer un cap. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour vos émissions, je dois le dire. Donc, et puis non, enfin, oui et non. Oui et non. Ma maman est morte. Oui. Donc, mais avant de revenir dans mon pays, puisque avant je suis partie, c'est un peu long à expliquer, mais je suis partie pour des raisons de carrière et de santé à 900 km d'ici.
Et je suis donc, avant de revenir, j'avais fait un rêve où ma maman me frappait, me blessait, me griffait. Et j'étais obligée de me défendre contre elle. Et je me suis réveillée en me disant, mais elle est morte. Mais elle est morte, c'est fini. Et puis, non, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Je m'aperçois que c'est pas fini. Les rêves, vous savez, Monique, ça parle du désir et des peurs. C'est les deux axes. Oui. Donc, le rêve que vous avez fait avant de revenir, c'était la crainte de retrouver cette maman maltraitante, entre guillemets. Tout à fait, oui. Mais vous savez, Monique, c'est joli quand vous avez dit tout à l'heure oui et non. J'aime beaucoup ce oui et non parce que il résume très bien la difficulté, l'ambivalence dans laquelle souvent on se débat. C'est-à-dire qu'avec l'analyse, bien sûr que vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Oui, donc la conscience, s'éveille. Pour autant, après, il y a une autre étape à passer qui est, j'aurais envie de parler d'ancrage, mais qui est, quelquefois c'est terrible, on a beau tout comprendre, un peu comme si on avait les pièces du puzzle, et puis on se dit, l'image, elle se fait pas, ça change pas, c'est pas parce que je sais que je souffre moins. C'est là où j'en suis. C'est très pas parce compliqué. Que je sais, c'est pas parce que j'ai compris que la douleur s'atténue. Je suis maîtresse maintenant de mon destin, pas du tout. Si, maîtresse de votre destin, vous l'êtes. Par contre, c'est la douleur en fait. C'est-à-dire, c'est la douleur. Oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est la douleur qui persiste. Que je n'arrive pas à évacuer. Alors, vous savez, là, il y avait la fameuse phrase de Lacan qui disait la guérison vient de surcroît, qui est un peu cynique, mais en fait, la conscience, elle permet de quoi ? Elle permet de dire à sa douleur. D'en faire quelque chose en fait. C'est-à-dire que la conscience que vous avez aujourd'hui de tout ce que vous avez vécu et qui vous fait souffrir, c'est que plus vous souffrez, plus ça impose de se dire qu'est-ce que je décide de faire de ce dont je souffre. Donc c'est l'étape ultime, c'est qu'à un moment donné, c'est arriver à en lâcher un peu, sachant qu'elle reste là. C'est pour ça que votre oui/non est joli. C'est que bien sûr qu'on, bien sûr, on va pas se débarrasser des choses qui nous ont fait souffrir dans le passé. En revanche, dans le présent, ce qui nous a fait souffrir dans le passé appartient à une situation du passé. Donc, c'est comme si on passait des écluses, vous voyez, c'est l'image qui me vient. Se dire que il y a eu l'écluse où il y avait cette souffrance, mais qu'aujourd'hui, le présent peut vous permettre de regarder la vie à l'aune du présent et de ne pas transporter le passé avec la souffrance due au passé dedans. Oui, mais c'est peut-être là justement parce qu'il y a un détail que je vous ai pas indiqué, c'est que je fais partie d'une grande famille. Oui. Et j'ai quelque part été le vilain petit canard, à tous les sens du terme. Oui. Et quand j'ai commencé mon analyse, j'étais donc partie dans le Midi, aux grandes dames, maman était déjà morte, aux grandes dames de mes sœurs surtout, elles ont toutes été partantes pour le faire avec moi quelque part. Et c'est là que j'ai fait une erreur lamentable, une erreur de débutante. Je les ai tenues au courant. Et ce que j'ai découvert ne leur a pas plu. Elles croyaient que j'allais découvrir des choses merveilleuses sur ma mère parce que ma mère est une icône dans la famille. Ah oui. Et donc, j'étais à peine arrivée ici de retour, là, il y a 4 ans, que j'ai eu on peut dire le retour, le boomerang de ce que j'avais fait en abîmant un peu l'image, en abîmant beaucoup même l'image de ma mère. On vous en a voulu, d'être celle qui dénonce, d'être celle qui dit la vérité. Alors là, vous avez vu Festen, j'ai souvent l'impression d'être dans Festen. Ah oui. J'ai vraiment cette impression, d'autant que les choses sont un petit peu tragiques, enfin dans ma vie, si vous voulez. En particulier, au moment où je pensais être sortie de mon enfance de malheur, j'ai attrapé la polio. Oh là là. Et j'ai attrapé la polio grave parce que ma mère a refusé de prendre en compte ma maladie. Elle m'a laissé 8 jours sans soins. Oh là là. Et donc, ça, c'est la vérité qui m'a quelque part délivrée d'une hantise que j'avais, que je savais pas vraiment. Je le savais, mais sans le savoir. Vous savez, quand on veut pas voir quelque chose. Oui. Le déni. Oui. Et donc, c'est pareil, quand je suis partie de Nantes à Montpellier, c'était pour continuer ma carrière. J'étais prof.
parce qu'à Nantes, je glissais, je tombais, 2 fractures. Je me suis dit, je vais aller dans un pays où il pleut pas. Et là, j'ai entendu mes frères et sœurs me dire, mais pourquoi tu pars? Parce que je suis handicapée et que je tombe. Comment ça, t'es handicapée? T'es pas handicapée. J'ai une carte d'invalidité à 80% depuis mes 20 ans. Enfin, depuis que j'ai quitté l'hôpital. Tu n'es pas handicapée. Mais maman disait que je n'étais pas handicapée. Et donc, je me bats un petit peu avec ça. En plus, le handicap a beaucoup cru avec l'âge. Donc, j'aurais besoin d'être apaisée. Oui, je comprends. Et au lieu d'être apaisée, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien dans la mesure où j'ai été victime d'attaques violentes, verbales violentes de la part de mes sœurs. Sans doute que vous attendez encore et toujours une réhabilitation. Oui, c'est ce que dit ma fille, parce que j'ai la chance quand même dans mon malheur d'avoir une fille admirable. Et elle me dit, mais tu attends, maman. Alors, effectivement... Et en même temps, quelque part, je les ai élevés, mes frères et sœurs. J'étais l'aînée. J'ai une sœur aînée, une demi-sœur aînée qui est morte, j'avais 5 ans. Et maman a tout lâché, tout laissé tomber. Et c'est moi qui me suis occupée des autres. De la fratrie. Oui, donc c'est comme quelque chose qui serait légitime, qui vous rende, enfin, qui puisse s'occuper de vous. C'est même pas qu'ils me rendent. Non, mais... C'est que je ne peux pas les laisser tomber. C'est quelque part comme si je laissais tomber un enfant. Ah oui. Oui, mais ce sont plus des enfants, Monique. Et ils vous reconnaissent c'est vrai, pas. Ça, vous avez 1000 fois raison. Ce ne sont plus des enfants. Et ils vous reconnaissent pas dans la personne que vous êtes et que vous êtes devenue. Non, pas du tout. Donc, vous voyez, quelquefois, on se fait mal à attendre encore et toujours. Et ça viendra jamais. Alors, je me dis, en écoutant hier le pardon, je me suis dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être que tu leur pardonnes pas. Donc, tu vas demander à Sophie comment faire pour pardonner. Alors, on va reparler de... Vous savez, il y a la petite méthode, là, Ho'oponopono, dont je parlais hier soir. J'ai surtout copié les 4 règles Toltec que j'ai bien aimées. Mais Ho'oponopono, j'ai un peu plus de mal parce que c'est plus compliqué pour moi. Mais c'est-à-dire que, enfin, c'est assez, on va dire, spirituel, mais c'est l'idée de dire à un moment donné, je lâche. Je lâche parce que ça m'appartient pas. C'est ça le principe. C'est qu'à un moment donné, ça leur appartient à eux. Je les changerai pas. Et donc je pardonne cette incompréhension. Il y a quelquefois, vous voyez, et ça c'est la limite. Enfin, c'est pas la limite travail thérapeutique, mais ça peut même en être sa beauté, c'est-à-dire accepter dans le cadre de ce travail de ne pas tout comprendre et de ne pas tout saisir. Et à un moment donné, d'accepter que oui, il y a des choses, et ça fait partie, je parlais de la trahison en fait dans l'introduction, ça fait partie, quand on se sent trahi, justement, mal aimé, rejeté, etc., à un moment donné, de ne plus chercher à comprendre, parce que plus vous cherchez à comprendre pourquoi ils sont comme ça avec vous, plus vous souffrez. Et c'est ça qui est presque à lâcher, c'est cette compréhension de pourquoi moi je vis ça, vous voyez ? Et d'accepter que moi je vis ça et je comprends pas pourquoi ils ont été, ça s'est passé comme ça pour moi, mais je ne saurais jamais. Et donc je vais pas m'encombrer de cette recherche parce que c'est une recherche sur laquelle je n'ai pas de réponse et donc une question qui fait souffrir et qui crée de l'attente. Mais je dirais presque que j'ai eu l'impression que ma mère leur avait légué quelque part... Oui, c'est croyant, son système. Enfin, la notion qu'elle avait de moi, le regard qu'elle avait sur moi. Oui, ça a l'air clair puisqu'ils étaient dans le déni de votre handicap. Ah oui, mais maman, 1 an avant de mourir, elle devenait aveugle et elle se plaignait à moi parce que, bon, comme je suis handicapée, les gens se plaignent volontiers à moi en disant que je vais mieux comprendre que d'autres. Donc elle se plaignait à moi, puis je l'ai beaucoup préservée quand elle a été vieille. Peut-être que j'ai eu tort, mais bon, non, mais je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas faire autrement, je l'aimais, ma mère. Bien sûr, vous n'avez pas tort de donner de l'amour. Elle était en train de devenir aveugle et elle se plaignait de ne plus pouvoir broder. Et là, j'ai dit, mais maman, tu n'as jamais brodé, je t'ai jamais vu broder. Fais quelque chose que tu peux faire, parce qu'elle avait encore un peu de vision, mais pas assez. Et elle me regarde et elle me dit, oh là là, ma petite fille, on voit bien que tu sais pas ce que c'est qu'être handicapée, toi. Oh oui. Alors que je marchais avec des cannes sur 100 mètres maximum, enfin, vous voyez. On voit bien que tu sais pas ce que c'est qu'être handicapée. Et quand je suis partie, que mes frères et sœurs m'ont dit, mais non, t'es pas handicapée. Mais non. Il y en a une qui m'a dit, moi, t'es pas plus handicapée que moi, la seule différence, t'as des cannes, c'est tout. C'est fort ça quand même. Vous voyez Monique que vous pouvez absolument rien attendre en fait. C'est verrouillé. Oui, je sais. C'est complètement verrouillé. Alors, tout
peut-être que je pourrais réciter des mantras, je ne sais pas, quelque chose pour m'aider. Achetez-vous le petit livre, je le mettrai dans la liste des livres que je vais donner sur Ho'oponopono, qui est, vous savez, ce petit mantra désolé, pardon, merci, je t'aime, qui se dit tant à soi-même. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous pensez que je vais pouvoir faire ça à mes frères et sœurs? Non, c'est à vous-même. Parce que le pardon, c'est quelque chose entre soi et soi, Monique. Oui. Voyez. Alors ça, je vais pouvoir. Voilà. Ça, je vais pouvoir. Non, à eux, vous pourrez rien. Pour la petite fille malheureuse que j'ai été. Oui, vous pouvez en avoir. Et je pense que en le faisant avec vous-même, vous allez lâcher. Vos frères et sœurs, ils changeront pas. Vous les changerez pas. C'est terrible, mais vous les changerez pas. Non, je les changerai pas. Je sais. Vous voyez. Je sais. Il y a une inaffectivité dans cette famille qui est redoutable. Ben oui, et on avance un peu tous dans la vie avec ses blessures, ses souffrances, c'est ce qu'on aurait aimé, vous voyez, ce qu'on aurait aimé que les gens ou que nos proches ou que des parents soient pour nous et qui n'ont pas été. Et ça, ce sentiment-là, qui est aussi ce sentiment qui va avec la trahison, se sentir trahi, être trahi, c'est quelque chose dont il faut un jour se libérer parce que sinon, on reste encombré. On peut rien en faire. Il n'y a rien à en faire, vous voyez. De ça, il n'y a rien à en faire. Non, je suis d'accord avec vous. Voyez. Il n'y a rien à en faire qu'à souffrir, quoi. Qu'à souffrir. Ouais. Donc, le travail, il est un travail d'un chemin intérieur. D'accord. Oui, il n'y a que sur soi qu'on peut travailler toujours ce que j'ai pensé. Oui. Ouais. Sans raisonner, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience, c'est bien parce que vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis de mettre en lumière, vous voyez, la lumière sur l'histoire. Oui, parce que là, je ne pouvais plus avancer. J'avais avancé jusque-là, mais vraiment sans réfléchir. Hein. En pleine inconscience, j'ai mené ma vie, ma carrière, etc. Je fonçais parce que je n'avais pas d'autre choix. Et à ce moment-là, je pensais à rien, quoi. C'est ça, en pleine inconscience. Et puis là, quand je suis partie là-bas, il m'est arrivé en plus des accidents graves. Tout d'un coup, ma vie s'est arrêtée et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe, quoi. Parce que c'est trop récurrent, c'est trop répétitif. Le malheur me poursuit, quoi. Oui. Oui, il y a Eridan qui dit il y a beaucoup d'exils dans votre parcours, un exil géographique, un exil familial. Le grand refuge est peut-être à trouver tout au fond de vous. C'est joli. Oui. Il y a un refuge, là, Monique, à vous créer chez vous. Oui. À l'intérieur. Oui. Hein? Oui. Et de vous accueillir et d'écouter aussi. C'est super que vous ayez une fille avec laquelle vous avez ce lien-là, avec laquelle vous pouvez échanger. Oui, j'ai cette chance, je reconnais. Oui. Elle est extraordinaire, mais bon. Ah c'est-à-dire que ça ne remplace pas, vous voyez, bien sûr, c'est ça que vous alliez me dire. Elle peut, elle est désolée parce qu'elle voit bien que ça me fait souffrir. Mais si vous me dites, alors je vous fais confiance, Sophie, c'est ça, je ne fais pas confiance à beaucoup de gens dans la merci Monique, sur la terre. Donc je vous fais confiance. Et donc, je ne vais plus me dire qu'il faut que je pardonne, qu'il faut que je fasse quelque chose, etc. Non, parce que vous êtes dans le « il faut ». Vous voyez, Monique, le piège, quand vous me dites ça, ce que j'entends, c'est « il faut ». Et « il faut », ça ne marche jamais. Ouais. C'est comme si vous disiez, j'allais dire dans votre cas, faut que je me mette au sport. Vous voyez, c'est pas possible. Oui. Bon, alors le il faut, ça marche pas. Vous pouvez vous frapper tous les matins, vous fustiger, le il faut marchera pas. Le je dois non plus. Vous savez, les il faut, je dois, on peut tous les mettre à la poubelle. Ça marche pas. Je l'ai souvent dit à mes élèves, parce que je sais le faire pour les autres, donc je vais me l'appliquer à moi. Ah oui, mais vous savez, on est souvent son plus grand ennemi personnel. Tout à fait. Alors, ce qu'on sait dire et faire pour les autres, on ne sait pas forcément le faire pour soi. Mais vous lâchez les il faut, les je dois, et vous essayez de vous recentrer en paix avec vous-même, voyez, et de sentir la joie de votre fille, la joie de votre carrière, de tout ce que vous avez combattu, du courage que vous avez eu à faire votre trajet, à faire un travail sur vous. Ouais. Hein? Il y a Clotilde qui c'est vrai que vous me faites un bien immense parce que vous me soulagez d'un poids sur mes épaules. Ah tant mieux, Monique. Comme s'il fallait que je fasse quelque chose pour que ça s'arrête, pour que j'arrive à améliorer les choses, etc. Oui, il y a juste à être. Et c'est ça, vous voyez là, l'idée de Ho'oponopono, c'est accueillir.
C'est accueillir. En fait, souvent, on passe en force, on veut faire, mettre de l'énergie. C'est l'inverse. Oui, vous lâchez, vous accueillez. C'est ma nature en plus. Bah oui, mais ça c'est bien, ça sert. Bah heureusement que vous l'avez eu cette nature pour vous battre, faire votre vie, vous voyez. Donc faut pas la renier. Non. Mais c'est juste un petit plus. C'est pas renier votre nature, gardez-la bien, la force et le courage, qu'est-ce qu'on en a besoin. Mais par contre sur ces choses un peu intimes du cœur, un peu spirituelles, là ça marche pas. Il y a Clotilde qui voudrait rentrer en contact avec vous. Vous êtes là, Clotilde ? Oui, je suis là. Oui. Bonsoir. Bonsoir Clotilde. Oui, vous bonsoir. vouliez apporter vos conseils à Bonsoir Monique. Sophie, qui est une merveilleuse interlocutrice, vraiment. Moi aussi, je vous admire beaucoup et je vous remercie pour le bien que vous diffusez à travers vos paroles et votre voix. Merci Clotilde. Je dis bonsoir aussi à Monique et je voudrais lui dire bonsoir Monique, que vous n'êtes pas isolée. Et bien, à vous entendre, je pense moi non plus, parce que, voyez-vous, j'ai eu une carrière intellectuelle un petit peu semblable à la vôtre. Oui. Je sais quel courage il faut pour combattre la polio, car je l'ai eu aussi. D'accord. Et voyez-vous, c'est la grande fraternité des polios. Il y en a une, bien que les parcours soient différents et qu'il y ait quelquefois de véritables injustices. Parce que la polio il faut bien le dire, heureusement, ça n'existe plus, sauf dans les pauvres pays, mais c'est une expérience qui est à la fois extrêmement positive et, il faut bien le dire aussi, tragique. Il m'est arrivé de rencontrer d'autres post-polio, parce que la post-polio est une autre polio qui survient des années après. Oui, je connais. Mais Clotilde, vous vouliez parler de votre papa, c'est ça qui intéresse Monique, Et à chaque fois que j'ai parlé une fois avec des polios et je n'avais pas tellement envie d'entendre parler de ça. Oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chacune dans sa famille avait rencontré quelqu'un qui était intolérant. C'est-à-dire vous, c'était votre père, Clotilde, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, et il y en avait d'autres, c'était une sœur, ou une mère, ou quelqu'un. Comme un rejet, vous voulez dire. Oui, exactement, l'intolérance. L'intolérance. C'est très difficile parce que il y a aussi souvent dans les familles quelqu'un, moi c'était ma mère, qui aime davantage. Oui, celui qui est malade. Et en plus qui apporte un soutien. Moi j'ai une mère magnifique, elle n'est plus là, mais vraiment dans cette circonstance-là, oui, elle a été magnifique. Parce et vous, Monique, votre papa lui... Alors mon papa, je me suis réconciliée avec lui en faisant mon analyse, parce qu'en fait c'était un homme d'une grande bonté. Mais si je suis encore vivante, c'est à lui que je le dois, parce qu'autrement on m'aurait emmenée à l'hôpital une fois morte. Mais par contre, ma maman nous avait complètement coupé de lui, quoi. D'accord. Complètement coupé de lui. D'ailleurs, depuis que je suis revenue dans mon pays natal, je reprends contact avec des gens de la famille de mon père. Ah, c'est bien, d'accord. Qui sont tous des gens de cœur. Oui, d'accord. Oui, donc vous voyez, c'est inversé par rapport au témoignage de Clotilde. Je trouve intéressant parce que Clotilde parlait de sa maman. L'important aussi, c'est celui qui mène la danse dans la famille. Celui auquel les enfants se réfèrent. Bien sûr. Merci. Et puis, c'est vrai, mais moi j'ai eu vraiment, aucune aide. Mais ça, c'est du zéro à l'absolu. J'ai eu de l'aide du monde extérieur. J'ai rencontré des gens merveilleux sur ma route quand j'étais jeune et qui m'ont mis sur la voie, sur le chemin de la profession et de la réussite professionnelle. Mais du côté de ma famille, non, jamais. Mais vraiment, c'est jamais. Et c'est toujours pareil, c'est jamais. Donc, ça, on ne les change pas. Moi, j'ai connu un jeune garçon, ses parents l'avaient abandonné parce qu'il avait la polio. Il est resté en institution à l'hôpital pendant toute son enfance. J'ai eu une amie qui s'est suicidée parce que ses parents, son père étant colonel de l'armée, disait qu'il y avait des institutions pour les gens comme ça. Alors quand on vous dit les gens comme ça, vous savez ce que ça veut dire tout de suite. Donc, il vaudrait mieux, Monique, il vaudra mieux plus penser à ces choses négatives. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose habituellement auquel je ne pense plus. Je ne pense plus. On en parle là, mais c'est pas quelque chose qui me fait souffrir. Ça me révolte un peu parce que c'est la vie est comme ça, mais en même temps, le père de mon amie, là, ma petite amie, petite puce,
c'était pas le mien. Donc j'ai pu que souffrir et que constater son manque absolu de cœur. C'était quelque chose. Ouais. Merci à Clotilde d'avoir appelé pour rentrer en contact avec Monique. Merci. Douloureuse, mais bon, ça c'est pas douloureux, la polio. C'est pas douloureux. Merci Clotilde. Et puis Monique, je vous souhaite un joli chemin. Je vous remercie, Sophie. Vous avez été exactement le relais nécessaire, je pense. Alors, je vais oublier, je sais que je vais revenir vers un petit peu un moment. Ah, mais c'est normal, Monique, mais soyez pas trop dur avec vous, c'est pas trop en force, d'accord ? Oui, vous avez raison, c'est vraiment... Bien sûr que vous allez faire des allers-retours. Vous savez, je dis toujours en thérapie, vous savez, on progresse jamais comme un escalier, on progresse par... alors, je peux faire le dessin à l'antenne, on me verra pas, mais vous savez, comme des cercles, comme des boucles, vous voyez, mais des boucles qui montent. Donc, on monte une boucle et puis on redescend toujours un petit peu pour repartir la boucle suivante. D'accord. Mais c'est pas un escalier, on monte pas un escalier, on repart toujours un petit peu en arrière pour refaire le pas suivant sera plus grand que le pas précédent. Mais pour le faire, on repasse par une petite phase dépressive. Pas du départ, non. À chaque fois, vous voyez, c'est une courbe ascendante dans laquelle on fait des petits ronds. Je le dessine avec mon doigt à l'antenne. Et on repart d'où on s'était arrêté, c'est ça ? Non, en fait, on ne redépart jamais d'où on s'est arrêté, justement. À chaque fois, on avance, mais à chaque moment où on avance, il y a un petit décrochage qui fait qu'on refait un petit retour sur image ou un petit retour en arrière d'un petit moment douloureux pour repartir de plus belle vers autre chose. Donc ce sont les moments douloureux qui vous font repartir. Oui, on est des êtres mouvants, vous savez, et on ne peut pas éradiquer. Quelquefois, c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, on se dit « Ah, c'est génial, je vais mieux, pourvu que j'aille tout le temps bien ». On va pas tout le temps bien. On va pas tout le temps bien. Personne ne va tout le temps bien. Un matin, vous vous levez et vous avez le moral à 0. Et quelquefois, vous savez même pas pourquoi. Et c'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans de thérapie qui changent quelque chose. Vous voyez, on est des êtres humains. Donc il faut s'autoriser des petits moments comme une dépression atmosphérique, vous voyez. Il fait pas beau, il pleut, j'ai pas le moral. Aujourd'hui, j'ai pas le moral, ça ira peut-être mieux demain. Voilà. Ça va moins bien. Mais au niveau médical, j'avais un médecin acupuncteur, et des fois j'arrivais, puis il me disait comment ça va, parce qu'on se connaissait bien. Je disais, je supporte plus d'être handicapée. Et il me regardait en souriant, puis il me disait, ah Monique, là, je peux rien pour toi. Et ça me faisait rire, et ça me faisait repartir vers... c'est un petit peu ça, quoi. Oui, exactement. Parce que le fait d'avoir pu lui dire, non, je supporte plus, et en me disant ça, il me montrait que je comprenais. Il me disait pas, mais c'est bien d'être handicapé, mais ça vous fait plus forte. Vous savez, tout ce qu'on raconte. Oui. Tout ce qu'on raconte. Oui, il a accepté, vous voyez, il vous accepte. Il acceptait ma réflexion. Voilà. Et que vous ne supportiez plus, c'était OK pour lui. Exactement. Donc faites la même chose avec vous-même, Monique, maintenant. Oui, acceptez que sur lui, acceptez que vous ne digérez pas le fait que vos frères et sœurs aient été comme ça avec vous. Acceptez cette colère et cette tristesse que vous avez en vous, parce que vous allez l'apprivoiser. Tristesse et colère, tout à fait. Vous allez l'apprivoiser. D'accord. Bon courage, Monique. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir Sophie. Merci de me prendre à l'antenne. Parce que j'ai aujourd'hui... j'ai ma maman qui a 93 ans, qui est hospitalisée actuellement. Et elle est au goutte à goutte parce qu'elle ne se nourrissait plus, elle ne s'hydratait plus. Donc, elle est à l'hôpital pour l'instant. Et là, j'ai eu ce soir l'interne qui me dit qu'ils vont me la renvoyer chez elle, toute seule. Parce que il n'y a plus rien à faire au niveau médical. Ils veulent voir s'ils peuvent mettre avec moi quelque chose en place autour d'elle. Mais j'ai déjà fait le maximum, je pense. Elle a quelqu'un le matin pour le petit déjeuner, elle a quelqu'un le midi pour lui donner à manger et essayer même
l'encourager à le faire. Et elle refuse, elle reste couchée, elle ne veut même pas se lever, elle dit laissez-moi en paix, je ne veux pas, ça ne me dit rien. Et moi je passe par des moments de désespoir et de révolte, et des fois je rouspète, enfin bon. Et je ne sais plus quoi faire. Et là, quand je pense qu'ils vont me la renvoyer, alors qu'ils m'ont dit que bon, il y avait rien à faire, c'est comme s'ils m'avaient dit, écoutez, vous allez la regarder mourir, quoi. Donc, je comprends. Donc, et j'ai consacré beaucoup de temps à mes parents et à ma mère en particulier. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Et j'ai eu pourtant l'occasion de me marier, etc. Mais je ne voulais pas m'éloigner de ma mère parce qu'à 23 ans, elle en avait 53 à l'époque, elle a fait une crise cardiaque, j'ai eu très peur de la perdre. Et ça m'a toujours marqué tout le long du chemin, quoi. Et du coup... vous avez toujours eu très peur de la perdre. Voilà, oui. Ah oui, vraiment. je comprends, Jacqueline. Et en plus, jadis, quand j'étais petite, si vous voulez, elle me... Bon, quand elle avait un problème quelconque, une contrariété, qu'elle s'était prise un petit peu la tête avec mon père, ce qui arrive partout, elle disait, vous allez me retrouver pendue dans le grenier, et ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai toujours eu peur de la perdre. Ah oui, Jacqueline, c'est terrible d'entendre sa maman dire ça. Oui, je ne pensais qu'à rentrer lorsque j'étais à l'école, du coup, j'ai pas été très attentive. Et je me retrouve maintenant sur le point de la perdre, et on me dit débrouillez-vous avec, vous allez la regarder mourir parce qu'elle ne veut pas être placée en EHPAD. Ils lui ont proposé, elle a refusé. Elle ne veut même pas aller en convalescence. Et ils m'ont dit, comme elle est lucide, qu'on ne peut pas la forcer à aller quelque part. Donc elle veut rentrer chez elle, et on est obligé d'accepter cette chose-là. Et donc moi je vais me retrouver toute seule face à elle, puisque j'ai un frère et une sœur, mais ils ne font rien. Donc je suis seule constamment à faire face à tout. Et là j'avoue que je panique. Ah oui, c'est très difficile pour vous là comme situation, Jacqueline. Un peu comme si votre maman voulait continuellement, se confronter à vous, rester dans ce lien très fusionnel. Oui, elle aurait voulu d'ailleurs que je m'installe avec elle et que je renonce à ma vie, quoi. Et ça, par contre, j'ai eu la force de refuser tout le temps. Ah oui, dis donc. Je suis très attachée à ma liberté, donc j'ai toujours refusé. Heureusement, Jacqueline. Oui, ça fait du bien de vous l'entendre dire, parce qu'il y a des gens qui me disent tu devrais t'installer avec elle, tu devrais vivre avec elle, tu devrais prendre soin d'elle. Jacqueline, votre histoire, elle est terrible, parce que finalement, là, bien sûr, elle a donc 93 ans, elle s'achemine vers la fin de sa vie. Je m'y prépare. Mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que la panique que vous avez aujourd'hui, c'est la panique de la petite fille, qui avait peur de rentrer de l'école et de ne pas retrouver sa maman. Peur de la perdre, bien sûr, c'est ça qui remonte aujourd'hui et qui est tellement difficile pour vous. Mais là, vous voyez, votre histoire, on peut pas la juger. Vous voyez, c'est pas une histoire, de morale c'est que chaque histoire, et vous le prouvez bien, elle est singulière, et que pour vous, c'est très très compliqué là, c'est très douloureux ce que vous avez à vivre, parce que tout d'un coup, ce scénario catastrophe que vous essayez d'éviter depuis toujours, il arrive dans la vraie vie. Alors, il va falloir que vous laissiez bien le présent où il est et le passé où il est, Jacqueline. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous voyez, la vie, elle a été ce qu'elle est. Vous avez fait ce choix-là, et c'est que quelque part, il vous convenait, parce que il faut pas remettre en cause les décisions, vous voyez, que vous avez prises. C'est que c'est celles qui vous convenaient au moment où vous les avez prises. Vous voyez, c'est toujours très dangereux de réévaluer le passé à l'aune de ce qu'on est devenu, parce que on change la réalité. Et en même temps, on est tenté de le faire. Toujours. On est très tenté, Jacqueline, très tenté. Mais c'était aussi votre besoin de femme de rester près de cette maman. Aujourd'hui, vous avez un autre besoin, et c'est celui-là qu'il faut écouter. Et donc, je ne sais pas quelle solution, là, tout de suite, ce soir, on peut imaginer, mais il va falloir trouver pour vous quelque chose qui vous permette de bien vivre ce passage, pas dans la panique de la petite fille. Vous voyez, d'apprivoiser que vous allez la perdre,
mais vous la perdez pas parce que vous avez été négligente. Parce qu'en fait, c'est ça votre angoisse, c'est que enfant, vous pensiez que vous alliez la perdre parce que vous l'aviez négligée. Et vous étiez à l'école, vous faisiez autre chose. Je me suis toujours sentie coupable. Je culpabilise beaucoup, même si je me dis en même temps que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Bon, je me raisonne, j'essaye de me dire, écoute, tu peux pas faire plus. Non. Et en même temps... Non, mais le cas que vous vivez aujourd'hui vous renvoie à cette angoisse de négligence. C'est comme si vous aviez un scénario qui dit, si je néglige maman, elle va mourir. Mais ça fait des dizaines d'années que vous vivez avec ce scénario. Il se trouve qu'aujourd'hui, on vous dit « Ah, il va falloir s'en occuper » et vous vous en sentez légitimement pas trop la force. Mais du coup, le scénario... mais le scénario, il se réactive. Je vais la regarder mourir petit à petit de faim et de soif, quoi. Oui, et c'est comme s'il se validait vraiment dans la réalité. C'est si je la néglige, elle va mourir. Et elle va de fait mourir. Vous voyez, c'est terrible. On me dit « Débrouillez-vous, on vous la confie ». Voilà, laissez-la mourir de faim. Mais les médecins connaissent pas votre histoire. De faim et de soif, elle va être sous perfusion. Non, pas du tout. Et pourquoi ? Elle va être envoyée chez elle comme ça. Et elle veut plus s'alimenter. Non. Et ils m'ont dit, écoutez, il faut la laisser glisser, c'est son choix. Voilà. Oui, mais pour vous, c'est très compliqué à vivre. Bien sûr que c'est son choix. Mais c'est pour vous. Et elle joue quelque chose vis-à-vis de vous. Il faut absolument que vous puissiez être entourée, Jacqueline, ou vous pouvez pas faire appel à votre frère et votre sœur? Non, mon frère est loin. Enfin, il est en Normandie et je l'ai de temps en temps au téléphone. Il me soutient comme il peut. Bon, et votre sœur? Je sais ce que tu fais. Ma sœur, elle est à côté de chez moi et elle part du principe qu'elle ne peut rien faire. Elle a sa famille à s'occuper. Elle est agoraphobe, elle a des angoisses, donc elle ne peut absolument pas faire quoi que ce soit, elle est très choquée, elle ne peut pas gérer, voilà. Mais moi je lui dis, moi aussi je suis très choquée, et pourtant il faut que je fasse. Et voilà, donc, mais ça, personne ne peut comprendre ça. J'ai l'impression de parler à des murs, quoi. C'est parce qu'en fait, ils connaissent pas votre histoire personnelle qui fait que, du coup, pour vous, c'est terrible et eux ne voient pas en quoi c'est terrible. Vous voyez, Jacqueline. Jacqueline, vous savez, je vais pas vous laisser comme ça. Vraiment, ça m'ennuie. Alors, on va avoir le journal, là, tout de suite. Mais je vous reprends, vous raccrochez pas. Et puis, on se retrouve juste après le journal de minuit, d'accord? À tout de suite, Jacqueline. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage. Parler, pourquoi pas, de vos projets, de vos désirs, de vos envies, mais aussi de ce qui vous préoccupe. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr. N'oubliez pas que quand vous souhaitez rentrer en contact avec un auditeur qui passe à l'antenne et que vous souhaitez laisser votre contact, il faut mettre votre numéro de téléphone dans votre SMS, qu'on puisse vous joindre. Jeanne et Geoffrey vous joindront et vous mettront en contact avec l'auditeur le lendemain soir, une fois qu'il y aura eu tous les appels. Voilà, la nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Geoffrey et Julien à la réalisation. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir. Oui, voilà, on est encore un peu ensemble pour parler de votre maman. Alors il y a Catherine qui envoie un message qui dit votre maman fait un syndrome de glissement, il ne faut pas la laisser sortir de l'hôpital, je suis médecin, il faut appeler un psychiatre qui s'occupe de vieillards, il faut qu'elle voie l'assistante sociale du service tout de suite. C'est possible ça? Un psychologue l'aurait déjà vu, d'après ce que m'a dit le médecin que j'ai eu ce matin.
ce soir. Il trouve qu'elle est dépressive, parce qu'en plus elle a perdu, c'est vrai, sa sœur il y a 15 jours environ, sa sœur aînée qui avait 99 ans. Et donc ça l'a choquée, ça c'est certain. Bien sûr. Mais déjà avant, elle avait ce syndrome de glissement. Et demain, normalement, je dois rencontrer l'assistante sociale. Le médecin doit aussi appeler son généraliste pour faire un point un petit peu tous ensemble. Oui. Mais ils sont bien décidés à me la renvoyer chez elle. Il y a pas le choix. Voilà. Voilà. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Il y a Annie qui dit j'ai vécu la même chose avec ma mère. Elle tombait chez elle, elle ne s'alimentait plus, on l'hospitalisait pour la mettre sous perfusion, on la ramenait chez elle. Voilà. Exactement. Annie a laissé son numéro, donc on vous mettra en contact avec elle. Mais il faut absolument que vous fassiez sans doute pression. Alors là, il y a Nicole qui dit que vous pourriez peut-être demander un placement en soins palliatifs, ainsi toute la famille pourrait lui rendre visite. C'est possible ou pas, vous pensez? Non, on m'a dit que elle était lucide, qu'elle n'avait pas à être à l'hôpital, c'était pas sa place, qu'elle devait rentrer chez elle. Elle ne veut pas être en maison de retraite, elle ne veut pas être en convalescence, elle est lucide, elle choisit c'est comme si elle choisissait son départ, d'après eux. Oui. Voilà. Donc, moi j'ai une autre question dans ce cas-là. Je veux bien qu'elle choisisse son départ, qu'on ne s'acharne pas. Mais quel comportement dois-je avoir vis-à-vis d'elle? Vous, en tout cas... Est-ce que je dois accepter qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boive pas devant moi et qu'elle, la nuit, elle soit toute seule, qu'elle risque de tomber? Enfin, Oui, je comprends, Jacqueline, surtout avec toute l'histoire, votre histoire que vous nous avez racontée. Il y aura quelqu'un auprès d'elle la nuit et le jour? Non, justement, personne. Et il n'y a pas un placement de prévu de quelqu'un, d'une infirmière? Pour l'instant, rien du tout. Vous allez en discuter demain? Oui, j'espère, oui. De toute façon, je leur ai dit, ne me la renvoyez pas, surtout avant la semaine prochaine, si possible, que je remette tout en route, parce que là, elle va se retrouver absolument toute seule, sans aide, sans rien, même si elles ne peuvent rien faire, les aides. Au moins, il y a quelqu'un qui passe. Oui, c'est ça que je pensais. Voilà, il y a les infirmières le matin pour lui donner ses médicaments, enfin bon. Oui, parce que là, vous, Jacqueline, à un moment donné, voyez, vous pouvez pas faire plus que tout ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire que vous, il faut là, dans ce cas précis, penser un petit peu à vous, même si ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire là, mais moi je suis plus inquiète en vous écoutant avec votre histoire, vous voyez, parce que quand elle va partir, si vous voulez, c'est comme si la petite fille qui était terrorisée par la perte de sa maman, elle est bien là en vous, hein, je l'entends bien moi. Ah oui, mais donc, de toute façon, et la panique, elle est là, donc. Oui, tout à fait. Donc il faut que vous pensiez bien à vous soyez bien au contact de ça dans cette situation pour pas vous laisser entraîner. Voyez là-dedans. Il est là votre danger aujourd'hui, Jacqueline. Votre danger, c'est d'être happée par la situation. Je n'ai rien construit autour de moi, si vous voulez. Je vous dis, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je n'ai même pas de vie sentimentale. Hein. Je n'ai rien construit du tout. C'est oui, et c'est ça qui tout d'un coup émerge. Total, oui, et voilà. Et en plus, quand je regarde ma vie, ça me stresse, quoi. Je me dis, mais j'ai tout bâclé, j'ai tout lâché. Non, vous êtes dur avec vous. Vous avez fait un choix qui était le choix d'être proche de votre maman et de l'accompagner parce que pour vous, ça vous semblait important. Donc ne reniez pas votre choix. Vous voyez. Mais je vais me retrouver les mains vides, avec un vide. Parce qu'il y a autre chose. J'imagine vous avez une vie professionnelle, non? Non, je suis en retraite. Vous êtes en retraite. Oui. Et vous avez des amis? Il y a des gens autour de vous? Je n'ai que 2 amis, et qui ont leur vie, qui ont leurs petits-enfants, qui ont leur... ça va être le moment de passer à autre chose pour vous, Jacqueline. Il va y avoir une autre vie. Oui, une autre vie derrière que vous allez construire. 60 ans, c'est mais oui, mais non, j'entends bien, je sais bien, Jacqueline. Hein, mais il faut y croire parce que sinon c'est vous qui allez glisser, vous voyez, avec elle. Et ça m'ennuie beaucoup. Oui, alors, ce serait bien, vous voyez un thérapeute ou pas, Jacqueline? Oui, ça fait pas longtemps, parce que je me suis dit, ça m'angoissait trop, donc bien sûr. Il faut que... Et je sentais venir la chose, parce que ça fait un moment. Oui, il faut que vous soyez accompagnée là, en ce moment, vraiment. Mais bon, en même temps,
je lui ai pas raconté mon enfant, je lui ai pas raconté tout ça. Oui, je me contente de lui dire ce qui se passe avec ma mère, quoi. C'est ma priorité, quoi. Oui, mais dites-lui ce que vous m'avez raconté finalement de façon très claire et assez brève, qui est depuis toujours vous avez eu le souci de la perte de votre maman, et la perte, elle arrive aujourd'hui. Et puis les pertes dans leur ensemble, parce que je supporte pas de perdre quelqu'un. Voilà, c'est pour moi c'est très douloureux, donc j'évite de m'attacher aussi le plus possible. Voilà, donc ce vide. Et j'ai créé un vide énorme. Bien sûr. Oui, parce que vous avez raison. Souvent, on a peur quand on a peur de perdre, on s'attache pas. Voilà. Oui. C'est une en pensant que comme ça fera moins mal. Mais oui. Oui, mais finalement, on se retrouve très seul et ça crée une autre souffrance. Et une autre souffrance, tout à fait. Ouais. Or, la perte, vous savez, Jacqueline, c'est quelque chose qui nous aide à grandir. On est amené dans une vie à faire face à la perte d'un amour, la perte de parents, parfois très malheureusement et de façon extrêmement douloureuse la perte d'enfants. Enfin, nos vies sont jalonnées de pertes. Oui, tout à fait. J'ai perdu mon papa il y a quelques années aussi. Et c'est vraiment à chaque fois une épreuve de croissance dans laquelle il faut arriver à reprendre de la force en soi pour repartir à chaque fois. Mais la perte, ça reste la grande aventure humaine. Oui, inévitable, ça. Inévitable. Voilà. Et donc là, c'est peut-être quelque chose comme une épreuve du feu, vous voyez, que vous allez vivre, Jacqueline, qui va très certainement transformer votre vie. Mais là, dans l'immédiat, il faut vraiment trouver un moyen de vivre au mieux et en plus grande protection de vous-même ce qui arrive. Alors sur le plan pratique, je sais, j'ai pas de solution là tout de suite à vous donner. Hein. J'espère que vous allez en trouver une, mais en tout cas, si vous pouviez, moi, je vais être complètement démunie quand elle va rentrer, qu'elle va refuser de manger et de boire, et que je vais forcément lui proposer, ça c'est clair, puisque c'est moi qui fais les courses, malgré tout. Et à moins que je rencontre une diététicienne qui me dise, donnez-lui des bouillies, des choses comme ça. Bon, mais elle va refuser mon autre. Et puis en plus, elle me dit, t'es méchante si j'insiste. Donc... est-ce que je dois dire écoute, je respecte, je te laisse, voilà, ou est-ce que je dois quand même, je sais pas, pour moi c'est dur de renoncer. Oui, mais il va falloir renoncer, Jacqueline. Il faut la laisser. Donc je la laisse. Ah oui, c'est important pour vous. C'est important de défusionner avant qu'elle parte. Ça va être un vrai exercice pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire d'apprendre à la lâcher avant qu'elle parte. Parce que sinon, au moment où elle va partir, vous serez encore tellement prise dans ce lien que ça va être très compliqué. C'est déjà pour vous un apprentissage, là. Ça va être un apprentissage compliqué, mais c'en est un. Et il faut que vous le fassiez. Il va falloir affronter ça, vraiment. Oui. Il y a Catherine qui demande si vous avez un animal, Jacqueline. J'ai 2 chats. Ah, extra. Non, mais c'est important. J'ai toujours eu des animaux, j'adore les animaux. Oui, non, mais c'est important. Mais par contre, quand je les perds, c'est l'horreur. Oui, bien sûr. C'est une part de moi qui part. À chaque fois, je perds quelqu'un. Bien sûr. Que ce soit un animal, un proche. C'est un arrachement. Et je me retrouve encore plus seule à chaque fois. Et là, je ne veux plus prendre d'animaux après parce que je vieillis et je ne veux pas qu'ils se retrouvent s'il m'arrive quelque chose tout seul. Donc, je ne reprendrai pas d'animaux après. Donc, ça, vous verrez, Jacqueline, non, je veux pas. Je veux pas risquer de rendre un être innocent. Mais vous voyez, vous malheureux, êtes déjà. Voyez-vous. Oui, mais vous êtes déjà projeté. Vous voyez quelque chose. Je me projette toujours très loin. Oui. Parce que je me prépare au pire à chaque fois et donc c'est et donc ça me gâche forcément mon présent parce que bien sûr. Je ne le vis jamais vraiment complètement et je ne construis pas. Et alors, il y a Annie qui dit, lors d'une hospitalisation, donc sa maman a été transférée dans une maison de retraite médicalisée sans qu'elle s'en aperçoive. Elle se croyait à l'hôpital. Ce serait pas possible de faire ça, de la transférer ? Non, ils m'ont dit qu'elle était trop lucide pour ça. De temps en temps, elle dérape un petit peu, puisque quand même, parce que là, j'y suis pas allée aujourd'hui, mais j'y suis allée hier au soir, et elle m'a dit, mais on est où là, au JUS, qu'elle me dit, je dis, écoute, t'es au CHU. Alors, oui, tu as raison, oui, tout à fait, on est au CHU. Bon, mais la plupart du temps, et surtout les gens
qui ne la connaissent pas, elle les trompe facilement, quoi. C'est que elle est capable de bavarder comme si tout allait bien. Ouais, vous voyez, elle donne facilement le change, quoi. Ouais. Par contre, moi qui la connais bien, non, et elle fera pas l'effort vis-à-vis de moi. Mais donc, c'est pas facile de dire aux gens, mais vous savez aussi en même temps, elle n'est pas tout à fait comme vous la voyez, quoi. Bien sûr. Bah oui, c'est compliqué. Oui. Jacqueline, il faut que vous soyez très attentive. Oui, il faut que vous soyez très attentive à vous là, dans les mois qui viennent. Oui. Et puis lâchez un peu, même si ça va être un peu compliqué. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Hein. Vous n'êtes pas la maman de votre maman. Hein, non, vous êtes sa fille. J'aurais voulu rester sa fille, oui. C'est pas j'aurais voulu, c'est vous allez le rester. Oui. Et vous n'allez pas être ça, d'accord? Oui, bon, je vais faire le maximum en tout cas. Bon courage, hein. Bon courage, beaucoup. Jacqueline. Je sais que ça va être difficile pour vous. Bon courage. Au revoir, Jacqueline, merci. Au revoir, Sophie, merci. Bonsoir, Maria. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Maria. Voilà, je suis contente de vous avoir. J'écoute avec beaucoup d'attention tous les soirs votre émission et on peut dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour qui que ce soit. Oui. Voilà. Alors moi, je vous appelle Sophie parce que je pense que ça va toucher énormément de gens qui sont dans ma situation. Voilà, depuis 2008, j'ai commencé à être fatiguée. En août 2008, très exactement. J'avais 64 ans. Et il a fallu arriver jusqu'au mois de mars 2010 pour me laisser dire, après 8 scanners, n'est-ce pas, que j'avais un cancer du poumon. Donc, je suis une dame qui n'a jamais bu, jamais fumé. C'est un gène qui atteint les populations asiatiques et non pas caucasiennes. Alors, quand je dis que j'ai le cancer du poumon, évidemment, tout de suite, on me dit « Ah, t'as bu, t'as fumé ?» Alors ça m'énerve énormément. Mais enfin, bon, je ne dis rien parce que l'ignorance, elle est un peu partout et les gens, ils ouvrent leur bouche comme ça. Voilà, bon. Mais le problème que j'ai, moi, je n'ai jamais été révoltée d'avoir eu le cancer. Je n'ai jamais dit pourquoi moi j'ai le cancer alors que je n'ai pas fumé ni bu. Jamais. Je n'ai pas eu cette réflexion parce qu'il y a des bébés qui naissent et qui ont déjà le cancer. Nous sommes dans une société où maintenant, d'après les statistiques, il y aura une personne sur 2 qui aura le cancer. Mais j'ai une révolte parce que, non content d'avoir le cancer, je ressens une double peine. C'est-à-dire la peine d'avoir eu le cancer. Et la deuxième peine, c'est tous les amis que j'avais qui m'ont tourné le dos. Ah oui, tous, Maria? Oui. Comment ça se fait? Tous. Comment ça se fait? Je vais vous dire. Des amis, on n'en a pas beaucoup. Non. Des connaissances, on peut en avoir. Moi, par ailleurs, ma vie a été telle que, je suis une personne divorcée d'un cadre supérieur. Nous avions des amis. Quand on a divorcé, les dames, souvent, avec un enfant en bas âge encore, on nous laisse de côté. C'est terminé. Les amis, on n'en a plus de ce couple que nous formions. Bon. Et après, j'étais une dame aussi qui ne travaillait pas et j'ai dû travailler. Et j'ai été famille d'accueil. Donc, chez moi, j'étais entourée avec 7 enfants. Et je n'avais pas le temps d'avoir des amis. Donc, j'avais une amie, surtout, de l'époque de mon mariage, nous nous connaissions depuis 35 ans, quand je suis tombée malade. Et cette amie, quand je lui ai dit que j'avais le cancer du poumon, elle m'a dit « C'est pas possible, t'as pas bu, t'as pas fumé ». Ça a été sa première réaction. Et après, elle est venue la première semaine où j'ai été en chimiothérapie. Et ensuite, elle ne m'a plus appelée du mois de mars jusqu'au mois d'août. Et en août, quand elle m'a appelée pour avoir de mes nouvelles, je lui ai dit « Je n'ai plus besoin de toi, j'avais besoin de toi, tu n'étais pas à côté. » Donc, je lui ai dit « Je ne veux plus t'entendre. » Oula. Oui, carrément.
Et j'étais chez ma fille à ce moment-là, couchée, en attente de mon intervention, puisque j'ai subi une ablation du poumon, évidemment, et etc., etc. Mais voyez, Maria, c'est difficile, enfin, si vous vous mettez à la place de cette amie qui a peut-être souvent, bon, quelquefois, on n'est pas forcément très à l'aise avec la maladie, ça fait peur pour soi-même, donc, oui, je le sais, bon, et votre amie, elle vient quand même, et vous lui dites, ben, maintenant, c'est un peu genre trop tard, vous voyez? C'est trop tard. Ben oui, trop tard. Mais c'est violent. Absolument. Ben oui, absolument, mais ça veut dire... L'été était passé. Mais il n'est pas trop tard. Bah oui, mais Maria, des amis, vous en avez quand même besoin. Aujourd'hui, justement, vous êtes en colère. Et c'est votre colère qui fait fuir vos amis. C'est que si vous restez en colère contre eux, bah, c'est sûr que si un ami entend ça, il dit, bon, ben, puisqu'elle est tellement en colère, elle m'en veut tellement, je vais plus la voir. Déjà que pour elle, elle a sans doute fait un certain effort de venir, puisqu'elle n'avait pas réussi à le faire avant, cet effort-là. Donc, elle a peut-être pris sur elle. Non, parce elle n'est pas a... venue. Elle m'a appelée par téléphone. Seulement. Oui, mais parce qu'elle avait peur, très certainement. Elle n'était pas à l'aise. Non, elle n'avait pas peur. Elle m'avait oublié du mois de mars. Pas oublié. Elle n'était pas très à l'aise. Oublié. Elle n'était pas très à l'aise, en tout cas, Maria, vis-à-vis de vous. Ah, certainement qu'elle n'était pas à l'aise. Ah, bah voilà, certainement. Voilà. Bon, donc, mais justement, le pardon, Sophie, je l'ai eu. Oui. Bah là, non, en l'occurrence, non. En l'occurrence, pour cette amie, non. Ah oui. 3 ans après, n'est-ce pas? J'étais en clinique, encore souffrante. Et donc, j'ai appelé un dimanche matin 3 personnes qui m'étaient chères et qui m'ont laissé tomber. Parce que j'ai eu envie de me suicider au sein de la clinique. Ou du moins de prendre des cachets pour en finir. J'étais dans la désespérance. Ben, je ne l'ai pas fait, mais j'ai appelé une infirmière. Elle m'a retiré mes cachets et puis elle a parlé avec moi. Ah, c'est bien. J'ai dit, je veux parler avec des personnes qui m'ont vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal qu'on me laisse tomber comme ça. Elle m'a dit, faites-le. Donc j'ai appelé cette amie et 3 heures après, elle était à mon chevet. Ah, extra. Oui, mais depuis, j'ai eu 2 coups de fil depuis le mois de mai. Donc ça, je ne peux pas le comprendre, Sophie. Ben oui. Voilà, je peux pas comprendre. Je comprends que vous puissiez pas le comprendre. Non, je peux pas. Mais en même temps, si vous voulez, c'est des situations où, comment dire, où les enfin voilà, ils ont leur raison. Alors on va dire, c'est pas, vous voyez, il y a pas d'explication. Non, mais à eux. Voilà. Non, mais à eux, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique à eux. Alors, est-ce que c'est de crainte, de peur, de malaise? Ils sont mal à l'aise, hein. Sans doute peut-être vis-à-vis de votre besoin ou de votre désir, et ils savent pas répondre. Comme on peut être, voilà, on est souvent mal à l'aise face à la maladie, à la mort, à la perte. C'est des sujets compliqués pour beaucoup à vivre, hein. Donc là, vous êtes comment dire? Je suis très désemparée. Oui. J'ai vécu ma maladie, je peux le dire, mon cancer, mon canapé et moi. J'ai eu une force de caractère et surtout le corps médical qui m'a bien accompagnée. Voilà. Et donc, je suis en rémission actuellement, mais je ne peux pas aller beaucoup vers d'autres personnes parce que ma fatigue est telle que mes jambes ne me portent pas tellement. J'ai fait 28 mois de chimiothérapie. Donc voilà, je suis dans une grande solitude. Et une grande colère aussi, Maria. Pardon? Et une grande colère aussi, qui vous aide pas. Qui vous aide pas. J'ai une grande colère parce que je vais vous dire, moi je suis une humaniste et mes amis qui m'ont tourné le dos savent ce que j'ai apporté aux autres. Et donc, je n'ai jamais rien fait, pas à ces mêmes personnes, à d'autres personnes autour de moi, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien fait pour recevoir, mais elles savent la personne que j'étais. Et je trouve qu'ils ont très mal réagi. Voilà. Oui, mais ça, encore une fois, ça leur appartient, Maria. Et c'est très difficile. Plus vous leur en voulez, plus vous entretenez votre colère. Mais je crois qu'il faut que je mette une croix dessus, quoi. Et j'ai une grande souffrance. Parfois, je souffrais plus de ne pas voir mes amis que de mon propre cancer que j'ai confronté avec la mort, quoi.
Et mais je souffrais plus de quelle façon vous leur avez, parce que de quelle façon vous leur dites ou vous leur avez dit ça, Maria? Parce que si c'est, vous voyez, si c'est ce qui est compliqué pour eux, c'est si jamais ils ressentent votre colère ou votre attente trop forte, ils n'arrivent pas à combler. Et donc, ça les met comme une pression, vous voyez. Non, il n'y a pas de pression avec moi. Il n'y a pas de pression. Quand mon amie est venue, au bout de 3 ans, qu'elle est venue à la clinique, elle est venue 3 heures après. Parce que quand je l'ai appelée très gentiment. Je lui ai dit, écoute-moi, voilà, je voudrais savoir pourquoi tu t'es comportée comme ça et tout. Elle n'avait pas de réponse. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je vienne te voir? Elle peut pas. Et je lui ai dit, ce n'est pas ce que je te demande. J'aimerais que tu me répondes. Elle m'a dit, je vais venir. J'ai dit, tu fais comme tu veux. Elle est allée chercher ma fille et elle est venue à mon chevet. Et j'ai fait comme si je l'avais vue la veille. Je n'ai pas du tout... je ne lui ai fait aucun grief, rien. Je l'ai accueillie très gentiment. Elle me tenait la main. Elle faisait que me dire ma puce, ma puce, ma puce. Hein, voilà, parce qu'elle me dit toujours ma petite Maria ou ma puce. Eh bien, c'est tout. Voilà. Et depuis, 2 coups de fil. Oui, mais je pense. Comprends pas. Oui, mais je pense, Maria, que de lui demander le pourquoi elle venait pas et vous la mettez dans la difficulté. Bah oui. Et bah oui. Et ça, ça se trouve, elle vous en veut même un peu. Donc elle n'ose plus venir vous voir. Écoutez, ça devient compliqué. Non, mais voyez, mais oui, c'est compliqué parce que là, si vous voulez, vos amis, ils sont forcément pas forcément très à l'aise, vous voyez, avec votre maladie. Si en plus vous leur demandez des comptes entre guillemets sur. Alors voilà, Sophie, vous qui comprenez les choses. Pourquoi les gens sont mal à l'aise par rapport au cancer? Parce que voilà, sachant comme le dit... les maladies cardiovasculaires tuent autant. Oui, mais comme le dit un auditeur qui envoie un SMS, il dit, j'ai une auditrice, classique, j'ai eu un cancer du sein, puis récidive, les gens vous tournent le dos, y compris les maris, cela les renvoie à leur propre mort. Courage, Maria. Et nous, on doit accepter ça. Oui. Eh bien, moi, je dis à tous ces gens qui nous rejettent, vous entendez, que ce sont des lâches. Et que comme nous sommes 1 sur 2, qui peut-être allons avoir, quand on est en comité de 4, Sophie, et qu'il va y en avoir 2 qui vont avoir le cancer, je crois qu'il faut être un peu humble. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Maria. Parce que c'est honteux, vous entendez. Moi, nous sommes une famille où ma fille, son gendre, mon gendre a eu une année avant moi, en 2009, il a eu le cancer de la langue. 9 mois après, j'avais le cancer du poumon. Notre tante est décédée dans notre famille uniquement. Voilà. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on nous traite comme des pestiférés. J'ai une amie qui m'a dit, ton cancer, nous allons le vivre ensemble, Maria. J'étais contente, vous savez, c'était d'un réconfort, c'était des paroles magnifiques. Au bout de 6 mois, elle habite à côté de moi, dans mon quartier. Elle m'a laissé tomber. Elle préfère son chien et ses chats à moi. Hein? Et quand elle me voit, elle rase les murs presque. Ça va, Maria? Non, ça ne va pas. Non, je ne vais pas bien. Mon cancer, il est en rémission. Mais mon mental, il ne peut pas aller, Sophie. Oui, j'entends bien. Parce que c'est une différence. Oui. Déjà, vous la ressentez dans certains hôpitaux. Parce qu'on n'est pas toujours bien reçus. Nous sommes des numéros avec la chimio. Chacun a sa poche. Il y a Brigitte différente, etc. Oui, il y a Brigitte qui demande, qui dit, hélas très fréquente dans votre situation, si vous alliez dans un groupe de parole à la Ligue contre le cancer pour échanger par rapport à ce que vous vivez. C'est une bonne idée? Non, parce que mes jambes ne me portent pas. Ah, donc vous ne pouvez pas vous déplacer. Et parce que vous savez, tous les taxis, je les paye de ma poche. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, comme le centre, parce que moi j'ai des relations avec la Ligue contre le cancer et avec son président, à qui j'ai écrit une lettre et qui m'a répondu. Et je peux le nommer ici parce que ça a été un homme formidable pour moi, qui m'a proposé son aide personnelle, et c'est le professeur Pujol de Montpellier. Il est président de la Ligue contre le cancer. Et ce monsieur a pris le temps de répondre à mon courrier, qu'il a vraiment interpellé,
et qui l'avait énormément touché. Ouais. Il me répondait en me disant « Madame, je suis à votre disposition pour vous aider, etc. etc. » Et vous l'avez Évidemment contacté? que je n'ai pas ennuyé ce monsieur parce qu'il a d'autres choses à faire que ma petite personne. Je suis il vous propose de l'aide en même temps, Maria. Là, vous voyez, pour le coup, et s'il vous propose, il le ferait pas si il me proposait, oui, bien sûr, mais bon. Vous voyez, bon, Sophie, enfin. il n'y a pas que moi. Oui, non, mais moi, d'accord, mais. Moi, je ne me plains pas sur ma maladie. Non, mais pas sur votre maladie, mais sur le fait d'être seule. Alors, il y a Olivia qui dit ne vous découragez pas, Maria, restez comme vous êtes et faites-vous de nouvelles connaissances. Pourquoi mais pas Bien sûr, j'en ai fait d'autres connaissances, bien sûr. J'ai fait d'autres connaissances, mais c'est difficile de tenir le fil avec les connaissances parce que, étant très fatiguée, c'est bien, vous savez, c'est bien les connaissances anciennes qui pourraient supporter votre état de santé. Ou, voilà. Moi, j'ai une apparence physique qui ne relève pas de mon état de santé. J'ai récupéré maintenant mes cheveux et même quand je n'avais pas de cheveux, je suis quelqu'un de très coquet, donc j'avais de superbes foulards assortis à mes chaussures, à mes tenues, etc. Je n'ai jamais fait pitié ni quoi que ce soit. Bon, vous voyez, même, je vais vous dire... Et des visites de bénévoles et d'associations de cancéreux, demande Amandine. Pardon ? Vous pourriez avoir des visites de bénévoles ou d'associations, demande Amandine. Oui, ça, je n'ai pas demandé. Voilà. Ça, je n'ai pas demandé. Mais c'est également... Alors, oui, tu sais, il y a Poupi qui dit on ne peut pas recevoir d'autrui ce qu'ils ne peuvent pas donner. Je suis assez d'accord. Elle a bien raison. Oui. Donc Maria, moi je vous souhaite de vous apaiser, de lâcher un peu, parce que c'est vrai que vous attendez, vous demandez beaucoup. Alors, mais c'est légitime, votre demande. Mais en même temps, voilà, je vous souhaite d'arriver à vous apaiser un peu et de trouver un peu de sérénité avec quelques personnes autour de vous. Je pense, Sophie, que cette expérience que je vis. Quelque part, j'étais très préparée parce que, comment vous dire, j'avais vécu pendant 3 mois à l'étranger et j'ai écrit un livre et je m'étais isolée complètement. Et j'écrivais sur une des lignes, si je peux rester 3 mois sans télé, sans visite, sans personne dans un pays étranger, bon, je pourrais vivre d'autres solitudes. Effectivement, ça m'a servi parce que malgré tout, j'arrive à combler mes journées et ma vie, quoi. Avec, comme vous avez dit tout à l'heure, des jours où j'ai le moral à 0 et d'autres jours où ça baigne complètement pour moi, comme pour tout le monde. Voilà. Donc, j'accepte ça aussi. Mais je pense que l'être humain m'a énormément déçue dans cette épreuve. Oui. Et qu'on ne peut rien attendre des autres sinon que de soi-même. Voilà. Ah oui. Et c'est mieux même. Et c'est mieux d'attendre de soi que d'attendre des autres. Et de soi-même, voilà. Et que les forces, c'est vrai qu'il faut les trouver en soi. Il faut les trouver en soi, oui, Maria. Et que c'est pas toujours facile. Non. Moi, on me dit que j'ai été très, très courageuse. Et bien sûr, mais ça s'entend. Oui, j'ai été très courageuse, j'ai vraiment. Mais la douleur que m'ont fait les gens que j'aimais, ça, je ne pourrai jamais le oui, mais ça illustre l'oublier. bien comment notre société est mal à l'aise avec la maladie et la mort. Donc, voyez, ça illustre beaucoup de choses. La dame tout à l'heure là, par rapport à sa maman. Jacqueline, oui. Oui, Jacqueline. Bon, mais voyez-vous, moi, je ne suis pas comme Jacqueline. Ah ben, moi, on est tous différents, on heureusement. est tous différents. Moi, j'ai gardé ma maman à domicile en étant toute seule avec 5 enfants. Oui, mais vous n'avez pas la même histoire. Ans. Oui, voilà. mais chacun son histoire, parce que Maria. C'était ma culture, madame. Oui, mais chacun son histoire aussi, Maria. Voilà, c'est chacun important. son histoire. Voilà. Merci, Maria, de nous avoir appelés ce soir. Bon courage à vous. Beaucoup. Au revoir. Merci, Maria. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir, Lucie. Bonsoir.
Allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, Lucie. Bonsoir, oui, ça fait du bien de passer juste après Formidable, parce qu'on se dit qu'on est tous formidables. Exactement. Non, mais bon, nous après avoir entendu tous ces témoignages, c'est vrai que je sais plus trop quoi dire, parce que c'est vrai que ma vie, quelque part, est formidable, puisque aujourd'hui, j'ai une petite fille que j'aime plus que tout, un mari que j'aime plus que tout. Mais le souci, c'est que j'ai eu un drame dans ma vie il y a 2 ans de ça. Et j'ai été enceinte d'un premier bébé. Et on a détecté plusieurs anomalies, et assez tardivement. Et j'ai dû interrompre ma grossesse à 7-8 mois de grossesse, à peu près. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que demain, je dois rejoindre toute ma petite famille dans une maison de vacances. Et il y aura une proche de ma famille qui est enceinte et qui attend son premier enfant. Oui. Et depuis que je suis au courant de cette grossesse, je le vis très mal. Ah oui, malgré le fait, Lucie, que vous ayez eu après une petite fille. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. C'est ça qui me... Oui. Qui me culpabilise quelque part, parce que je me dis, c'est très étrange en effet, parce que personne ne... c'est très difficile pour les gens de comprendre. Oui. Parce que justement, maintenant, je devrais être la mère la plus réjouie, la plus comblée, puisque j'ai cette petite fille. Mais une petite fille, ça ne comble pas forcément un vide. De toute façon, on n'a pas fait un deuxième enfant pour réparer, entre guillemets. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que l'autre enfant a... Et d'ailleurs, vous voyez, vous dites deuxième enfant, donc il a bien une place, ce premier enfant. Il y a bien eu un premier enfant. Voilà, et vous étiez enceinte de quoi, 7-8 mois 7-8 mois, oui. Donc... quasiment, il était viable, non, il était... Du coup, vous avez accouché, Lucie ? Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Et il a été donc cet enfant, il a un nom, il y a une... il y a eu une cérémonie. C'est ça, voilà. Voilà, il est vraiment... Je suis en processus de deuil. Bien sûr. On a tout fait, parce qu'on a été super bien entourés, d'ailleurs, à l'époque. D'ailleurs, je le suis toujours, mais... Le mois d'août, à Paris... Non, mais c'est important, Lucie, vous avez raison. Et il y a combien d'écart entre votre petite fille et votre premier enfant ? 17 mois. 17 mois, oui, c'est très court. C'est très court, oui. Mais c'est un peu... Et vous avez, depuis, consulté ou fait un travail sur vous par rapport à ce traumatisme ou... Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que déjà, on a été vraiment, comme je disais... Oui, très entourés, c'est bien. À ce moment-là, et après, de toute façon, moi, j'ai senti le besoin, parce que j'avais déjà perdu très tôt mon père. J'étais... et puis un deuil rappelle un deuil. Donc, bien sûr. À ce niveau-là, je veux dire, je pense que j'ai fait comme je le sentais. Dès que j'ai eu besoin, je suis allée consulter. Donc, y a pas de souci. Et l'angoisse de voir cette jeune femme demain enceinte, c'est qu'en fait, qu'est-ce que ça génère, c'est-à-dire il y a la jalousie, parce que elle fait plein de choses que nous on aurait voulu faire. La jalousie, son insouciance. C'est son premier enfant, hein. Oui, voilà. Oui, c'est son premier enfant. Oui. La peur aussi, quelque part, que ce soit un petit garçon, et que du coup, on oublie peut-être, qu'on oublie un peu notre premier enfant à nous, parce que c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Oui, d'accord. Voilà, la jalousie. Comme si ce bébé allait remplacer le vôtre, en fait, c'est ça ? Dans la famille. Dans la famille, même si on. C'est votre belle-sœur qui est enceinte, c'est ça ? D'accord. C'est un peu le premier garçon de la famille, quelque part. Ah, d'accord. Je comprends. Et vous savez qu'elle attend un garçon ? Non, vous savez pas ? Non, on sait pas, en fait, parce qu'en plus, eux, ils savent, mais ils veulent pas nous dire avant la naissance, et cette incertitude vous pèse à vous. Me pèse aussi, oui. Oui. Parce que pareil, nous, dès qu'on a pu savoir pour notre deuxième, on a su, et c'est vrai que ça a été un poids aussi en moins, parce que déjà on a eu beaucoup d'examens pendant ma grossesse, et le fait de savoir déjà que il n'y a pas eu de transfert possible, on va dire. Et là, je suis à la limite. Je me projette beaucoup en fait dans cette grossesse, je l'avoue. Je veux dire, je l'assume totalement. Mais, oui. Mais le problème, c'est que
ça me bouffe de l'énergie. Oui, bien sûr. J'ai peur de... Voilà, demain, ça va être mes retrouvailles avec ma petite fille que j'ai pas vue depuis quelques jours. Et du coup, je pense plus à la grossesse de cette personne qu'aux retrouvailles avec ma fille. Et ça me ronge, en fait. Oui, je comprends, Lucie. Et vous entendez comment? Parce que vous dites cette personne, en parlant de votre belle-sœur, vous entendez moyen avec elle. C'est pas le rêve, d'accord. Et vous me disiez que vous entendiez, vous avez une jolie relation avec votre mari. Est-ce que vous avez pu lui confier cette inquiétude? Oui, bien sûr, mais lui, il est complètement désemparé. Enfin, de toute façon, voilà, il comprend, mais en même temps, il veut pas non plus se fâcher. Oui, je comprends. Après, il me dit, voilà, il faudrait que tu en parles. Mais moi, c'est sa sœur? Non, c'est sa belle-sœur. D'accord, sa belle-sœur, d'accord. Mais... Ah oui, donc elle est dans le... C'est intéressant, vous voyez, parce qu'elle est dans la même... place que vous dans la famille, voilà. Les deux belles filles. Et c'est comme si vous avez d'ailleurs très honnêtement parlé de jalousie. C'est comme si elle vous grillait la place que vous auriez dû occuper si votre fils avait vécu. Et c'est compliqué, oui. Mais je comprends, Lucie, que vous soyez inquiète, surtout si en plus vous appréciez pas particulièrement cette belle-sœur. Alors ça en rajoute une louche. Ça en rajoute une couche, mais et du coup voilà, je sais pas, parce qu'en même temps je veux pas paraître non plus pour la fille acariâtre et complètement. Non, c'est votre histoire. J'adore parler, enfin, je suis quelqu'un de vachement sociable et dès qu'elle est là, je me recroqueville dans ma coquille. Je deviens complètement asociale, j'ai l'impression d'être inintéressante au possible. Et Lucie, ça c'était avant qu'elle tombe enceinte? Oui, ça a toujours été le cas. Donc vous voyez, il y a aussi il y a autre chose, c'est intéressant. Mais ça, j'essaye de travailler là-dessus et de me dire... Qu'est-ce qu'elle provoque chez vous, cette femme? Pareil, parce que, en fait, on a un métier totalement différent. Moi, c'est beaucoup plus intellectuel et elle, c'est beaucoup plus artistique. Oui. Et moi, je suis complètement nulle au niveau artistique. Et je pense que, mais chacun a ses capacités. Enfin, comme si elle était... En fait, elle fait tout mieux que vous, elle est mieux que vous, elle est artiste. C'est ça. Moi, je suis trop nulle. Et voilà. Et qu'est-ce qui... Est-ce que ça vous rappelle... Enfin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre avec d'autres amis ou d'autres femmes, ou c'est elle particulièrement? En fait, pour ce qui se passe avec les grossesses, c'est clairement le cas avec chaque grossesse amie dans mon entourage. Depuis ce qui nous est arrivé, je réagis de manière assez bizarre et assez épidermique. Enfin, bizarre, non, compréhensible. Mais non, mais je comprends. Ça vous fait quelque chose à vous. Non, il y a vraiment, autant après quand il y a les enfants, ça me fait rien. Et puis en plus, voilà, quand le cousin ou la cousine sera là, de toute façon, lui, il a rien demandé à personne. Donc, et voilà, je l'accueillerai. Puis de toute façon, moi, je suis gaga dès qu'il y a un bébé, donc il y aura pas de souci. Mais c'est vraiment cette période-là, moi, j'aimerais bien. Enfin, en plus, c'est bizarre parce que j'aimerais ne rien savoir sur sa grossesse, vivre un peu en vase clos. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de poser des questions. Enfin, c'est vraiment très, très... Enfin, bizarre, quoi. Et du coup, j'arrive pas à m'expliquer. Et bon, je vais creuser ça après, mais le problème, là, c'est demain, quoi. Ça me pèse, quoi. Oui, en fait, là, il y a un double problème à la fois entre ce qu'elle provoque chez vous et l'histoire de la grossesse. La grossesse, c'est un peu comme si c'était, si on regarde juste ça, c'est plutôt comme si vous le viviez comme une injustice qui vous a été faite, quoi. Les autres ont... Alors que pas du tout, mais je sais pas, en plus ils l'ont vécu, enfin j'ai l'impression, ils me facilitent pas la tâche entre guillemets, mais en même temps je suis hyper égoïste, je l'avoue là-dessus, mais donc voilà, je vais essayer de me projeter sur le positif en essayant de pas trop voir, mais voilà, ça me fait remonter trop de choses en fait, c'est trop sensible pour moi et puis en plus, avoir un bébé, c'est pas, il n'y a pas de compétition à avoir en fait. J'ai l'impression qu'elle est toujours parce que nous, on a eu un enfant, il faut qu'ils en aient un, quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Et
y a beaucoup de choses quoi qui s'en mêlent. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent. Là, il y a à la fois qui elle est qui vous met en abîme, et comme le fait et cet enfant qui surrajoute en fait à votre angoisse de pas être un peu comme si vous viviez la perte de votre premier enfant comme un échec qui vous est très personnel, comme si c'est vous qui étiez nul de l'avoir perdu. Oui, alors que je sais pertinemment. Oui, mais oui, c'est ça, Lucie. Il y a quelque chose de voyez, comment dire, de pas juste pour vous, que vous vous imposez, qui est pas juste pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous voyez, que vous vous infligez, que vous ayez ce sentiment personnel d'échec par rapport à la perte de votre enfant, comme si vous étiez déjà la mauvaise mère finalement qui a perdu cet enfant. Ouais, je sais pas, parce que voilà, j'ai pas eu une enfance super rigolote, enfin, on peut l'imaginer, avec la perte d'un père, avec une mère qui refait sa vie, mais qui me prend plus trop vraiment en considération. Et c'est vrai que avec cette première grossesse, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un équilibre en fait. C'était une jolie histoire, c'est juste après notre voyage de noces. Il y avait quelque chose, il y avait dans la symbolique, il y avait vraiment, j'y croyais quoi. Et c'est vrai qu'en plus, il y a eu plusieurs étapes, on va dire, avant qu'on interrompe ma grossesse. Et c'est même, je travaille là-dessus. C'est vrai que je le considère plus vraiment comme un échec, mais quand même un petit peu, oui. Il y a toujours cette douleur de l'avoir perdu, quoi. Voilà, même si maintenant ça devient aussi une force, parce que depuis j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même, sur ce que je voulais dans la vie, et ce que je ne voulais pas, parce que j'ai eu quand même un congé maternité après et tout, donc une période vraiment d'introspection. Mais c'est clairement un échec, alors que c'est la vie, quoi. Oui, c'est la vie. Il y a Feuille d'érable qui demande, qui vous dit que cette belle-sœur n'en vit pas votre vie sans vous le faire savoir. Bah oui. Et votre force, sans doute, aussi, de tout ce que vous avez vécu. Et puis, Ninon qui ajoute, vous avez pour vous d'être honnête avec vous-même. C'est un avantage pour régler bientôt cette question courage pour demain. Comment, justement, Lucie, parce que vous appeliez, c'était important, et comme l'émission touche bientôt à sa fin, pour demain, sur quoi vous pouvez vous voyez compter sur vous pour affronter demain? Je pense déjà, la première nuit, me focaliser juste sur ma fille. Oui. Et puis, et sur ma fille, sur mon mari, les retrouver. Et puis après, essayer vraiment pendant le séjour pas de l'esquiver, mais d'essayer d'essayer de positiver. Et si vraiment je craque, j'ai envie de pleurer, je vais courir ou j'irai prendre l'air. Mais Lucie, surtout faire la part des choses, la part de votre vie à vous et de sa vie à elle. Vous voyez, lui laisser sa vie à elle et votre histoire à vous. Il y a Yannick qui demande si votre fils défunt a-t-il une place au sein de la famille, ne serait-ce qu'une photo dans l'album de famille. Mais ça, j'imagine, c'est pas évident. Au niveau des grands-parents, oui, bien sûr. Après, certains autres, c'est un peu délicat, mais il est même affiché dans l'entrée. Il a sa place. C'est bien. C'est une bonne question. Mais voyez, et Brigitte dit, ne vous culpabilisez pas par rapport à ce que vous ressentez. Gardez quelques distances avec votre belle-sœur et donnez-vous du temps. Et puis surtout, faites la part, voyez, entre votre histoire à vous, qui est très personnelle, et la sienne. Vous n'êtes pas elle, elle n'est pas vous, et vous avez beau être, les deux belles filles. Non, et puis j'en ai déjà discuté avec ma belle-mère, et c'est vrai pour elle, il y a une différence, et ça n'empêche pas. Mais elle aussi, elle ressent aussi un petit malaise avec ça. Il y a quelque chose, quoi. C'est pas, on est encore très très sensible, quoi. Il faut juste qu'on se soutienne et on va y arriver, et on accueillera dans les meilleures conditions ce petit nouveau dans la famille. Oui, mais c'est important d'écouter ce que vous ressentez, Lucie. Voyez, par rapport à ces grossesses, à ce que vous ressentez comme un échec, parce que le fait que vous le ressentiez comme un échec vous amène à vous dévaloriser sur d'autres plans. Voyez, vous parliez du professionnel, de ce que l'autre réussit pas. C'est comme si ça vous avait entraîné dans une spirale négative pour vous-même, où vous vous en voulez presque, vous voyez. Et en vous en voulant à vous, vous vous en voulez aux autres.
Vous voyez, c'est un processus en miroir. Donc c'est bien que vous soyez soutenu dans un travail thérapeutique. Et il faudrait aller visiter un peu ça, un peu ce sur quoi vous vous en voulez. Vous voyez, faire le tour de ça. Et vous verrez que en soignant votre blessure, finalement, vous arriverez à mieux accepter ce qui se passe chez les autres. Mais là, vous avez une blessure et qui est bien sûr normale, vous voyez. Enfin, c'est une grande blessure d'avoir perdu un enfant, son premier enfant si petit, qui est venu ternir, comme vous dites, à votre soleil. Mais depuis, j'ai encore un plus grand soleil qui est apparu et qui demande... maintenant, c'est vrai que... Mais oui, en effet, la blessure est toujours là, et même si on a un petit pansement quand même qui grandit au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut laisser du temps au temps, et pas être trop exigeant aussi, peut-être, et accepter d'être encore comme ça 2 ans après, quoi. Mais oui, mais c'est long, 2 ans après, comme si, vous voyez, mais on est dans une société où tout va très vite, alors on devrait tout d'un coup, tout de suite aller mieux, oublier, passer à autre chose sous prétexte que vous avez un 2e enfant et une petite fille, que la vie est belle et que l'autre est oublié. Mais non, mais non. Mais c'est pas... Voilà. C'est exactement ça pour la société. Ben oui, vous devez aller bien parce que maintenant vous avez une petite fille, un mari que vous aimez et tout est bien. Ben non, vous avez votre rythme à vous, Lucie, et le rythme de votre blessure. Donc respectez-la. Hein ? Il y a Gabriel qui conseille le livre Un enfant pour l'éternité d'Isabelle de Mézerac. D'accord, je note. Voilà, Un enfant pour l'éternité d'Isabelle de Mézerac. De toute façon, j'écouterai le podcast. Bon, bon courage à vous. Bon courage, Lucie, pour demain. Merci de nous avoir appelés. Et puis, des messages pour vous, Maria, des auditeurs. Cathy qui dit la lâcheté n'excuse pas tout. Et puis, Katou qui vous dit un grand merci et bravo à Maria pour son cri de grande vérité sur le comportement humain. Voilà, à demain. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1 et le flash vous est présenté par Loïc Loury. Bonsoir Loïc. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.